Mais si la logique qui commande la succession de ces synthèses n'exclut pas leur compossibilité, les différentes parties du système se sont élaborées progressivement dans le temps, en incluant l'herméneutique qui gagnera en généralité en même temps que se dessinera son statut philosophique. Deux mots sur cette chronologie. C'est simultanément au commencement de la période de Halle, 1804-1805, que Schleiermacher projette son éthique philosophique et développe l'idée d'une herméneutique générale. À partir de cette époque, l'éthique philosophique est l'une de ses préoccupations permanentes. Nous disposerons en effet à ce moment non seulement d'un exposé complet du système philosophique de Schleiermacher, mais encore de l'ébauche d'une herméneutique systématique qui dépasse le simple stade aphoristique et vise à la généralité par-delà les herméneutiques spéciales. Et on trouve aussi, dès ces années, l'expression de la nécessité d'une dialectique. Les premières réflexions historiques sur la dialectique, du moins sur la nécessité d'une telle discipline, sont déjà présentes dans le brouillon sur l'éthique et dans la Nachschrift Borck. On y trouve un renvoi explicite. La dialectique est clairement nommée et définie en sa fonction, même si elle n'est pas encore située en sa performance systématique. Parlant de l'identité de la pensée et du langage, Schleiermacher évoque en effet le dialegestai grec dans le grec de la plus belle époque, dialegestai, conduire un dialogue et philosopher, la dialectique comme organe de la philosophie, comparaison continue d'actes singuliers de la connaissance au moyen du discours, jusqu'à en résulte un savoir identique. On doit cependant remarquer que Schleiermacher oscille alors encore dans l'usage du terme dialectique. On trouve ainsi, par exemple, le terme dialectique utilisé comme synonyme de ratiociné, ou même en un sens plus aristotélicien, où la dialectique peut apparaître comme théorie du probable sur le plan de l'opinion. Le choix définitif du terme dialectique est attesté en 1811. Son sens alors sera principalement platonicien. Par dialectique, nous entendons les principes de l'art de philosopher. Du côté herméneutique, c'est dans ces années de Halle que Schleiermacher étudia de près Ernesti et Morus. Le brouillon sur l'éthique est rédigé en 1805-1806 et les premiers cours d'éthique datent de 1804. Dans le parcours intellectuel de Schleiermacher, l'éthique et la systématisation de l'herméneutique sont donc contemporaines. Il ne faut bien évidemment pas entendre ici par herméneutique ou interprétation le seul travail de l'exégèse. Schleiermacher, en effet, a toujours été intéressé par la philologie et l'herméneutique, qui est liée. Il a traduit très jeune de l'anglais et du grec, Aristote à l'époque de Halle. La traduction de Platon était bien entamée et ses cours sur le Nouveau Testament l'entraînaient à son exégèse. Herméneutique désigne ici la généralisation du problème, de la compréhension dans une perspective philosophique. Les travaux de Wolfgang Wirmund ont montré que l'herméneutique de Halle ne se compose pas seulement de fragments de ce qu'on a appelé des aphorismes sur l'exégèse et la compréhension, mais compte l'ébauche d'un projet global structuré dont les deux principales caractéristiques sont déjà présentes, à savoir premièrement la généralisation qui tient au fait que l'herméneutique a affaire à toute compréhension problématique. Dès 1805, une note parle de la nécessité d'une herméneutique générale. Deuxièmement, les deux versants complémentaires de la compréhension, comprendre dans la langue et comprendre dans celui qui parle. C'est ici la double polarité de l'universel singulier, qui est la langue, qui détermine la distinction entre l'interprétation grammaticale et l'interprétation technique. Dans la perspective de cette proximité chronologique, on ne peut qu'être frappé par l'importance accordée au langage dans le brouillon sur l'éthique de 1805-1806, confirmé par les versions ultérieures de l'éthique philosophique. Le problème du langage, ancré dans l'éthique, permettra de mieux comprendre la nécessité d'une herméneutique générale et sa visée proprement philosophique. En d'autres termes, l'herméneutique entretient avec l'éthique des liens privilégiés qui l'orientent de manière décisive. L'éthique, en effet, est à l'œuvre dans l'herméneutique, et l'herméneutique, après son complément dialectique, doit logiquement s'accomplir et se déployer dans l'éthique. La chronologie rend ainsi sensible à ce retour de l'éthique dans l'herméneutique. Comment inscrire alors la dialectique dans ce processus ? L'idée d'une discipline philosophique fondamentale, appelée dialectique, n'est certainement pas venue à Schleiermacher qu'en 1811, année de la première exposition systématique de ce sujet dans des cours.
mais on notera d'un point de vue strictement historique que les travaux portant sur la dialectique et ceux qui relèvent de l'herméneutique sont à partir de cette époque presque toujours simultanés. Les cours consacrés à ces deux disciplines sont pour l'essentiel élaborés en même temps. Herméneutique et dialectique étaient enseignés simultanément en 1810-1811 jusqu'en 1833. L'herméneutique seule et en 1831 la dialectique seule. Certes, ces deux disciplines s'inscrivent au départ dans des cadres différents. L'herméneutique était appelée par les problèmes de l'exégèse théologique et de la philologie ancienne, alors que la dialectique, comme théorie du savoir, pour suivre Schleiermacher et ne pas dire doctrine de la science, relève du souci proprement philosophique appelé par les réflexions sur l'éthique. La dialectique est à rapprocher des tentatives de fondation propre à ce qu'il convient d'appeler de façon sommaire mais pratique l'idéalisme transcendantal. Elle est en quelque sorte et dans toute sa recherche transcendantale, un essai de philosophie première. On constatera par ailleurs que l'éthique trouve à partir de l'exposé de 1812 sa configuration pour ainsi dire définitive, que les toutes dernières versions ne réviseront pas fondamentalement. C'est à la même époque encore que l'herméneutique trouve elle aussi une forme presque définitive, structurée déjà en 1805, la version de 1809 présentée par Wolfgang Wirmont, selon la transcription fidèle par Thwesten d'un cahier perdu de Schleiermacher, et la version probablement la plus élaborée, avec l'abrégé de 1819, qui ne la modifie pas essentiellement. Dans ce contexte d'une éthique et d'une herméneutique déjà déterminées pour l'essentiel, la dialectique trouve en 1814 sa forme capitale. Entièrement rédigée par Schleiermacher, cette exposition sert de fondement aux élaborations ultérieures, que ce soit en 1818, en 22 ou en 28. Même les idées de l'introduction de 33 ne sont pas absolument nouvelles, car depuis les années de Halle, la pensée est toujours strictement rapportée au langage, dont la Constitution appelle l'herméneutique, et se fonde dans le conflit orienté par la volonté de savoir, mouvement incompréhensible sans l'éthique. Cet enracinement relatif de la dialectique dans l'éthique et l'herméneutique s'appuie sur une interprétation particulière de l'être, de l'individualité et de la reconnaissance simultanée de l'individuel et de la communauté. À lui seul, il justifie la voie longue dans l'approche philosophique de l'herméneutique de Schleiermacher. Quelques commentaires encore sur cette rencontre entre herméneutique et dialectique, qui ne nous paraît nullement fortuite. Schleiermacher n'inaugure sa dialectique qu'une fois l'herméneutique généralisée, 1809-1810, c'est-à-dire érigée en art de comprendre et soustraite à l'exclusivité de la théologie et de la science de l'Antiquité. Si les premières versions de l'éthique datent en effet de 1805, la dialectique, qui s'interroge sur les conditions de possibilité de cette union entre le réel et la pensée, ne voit le jour que vers 1811, alors que l'herméneutique est généralisée dès 1805, puis 1809-1811, c'est-à-dire dès qu'elle est mise en rapport avec l'éthique, puisque grâce à elle, la nature est mieux comprise, et elle est définitivement établie en sa généralité lorsque surgit la dialectique. Comme telle, c'est donc l'herméneutique qui va appeler, nous y reviendrons en détail, une théorie de la construction de la pensée visant le savoir, une dialectique. En effet, dès qu'il s'agit de comprendre le discours étranger, tâche générale de l'herméneutique, il faut pouvoir retrouver le processus qui a présidé à sa structuration, et ça, la tâche de la dialectique est précisément de dégager les conditions de possibilité et les règles structurant la pensée, visant la vérité et le savoir. Ce savoir est pourtant inaccessible, et la dialectique appelle son achèvement dans l'éthique, où la raison se concilie avec l'existence. Chronologiquement, la philosophie de Schleiermacher va donc de l'éthique à la dialectique, en passant par l'herméneutique. Or, l'ordre d'exposition que nous avons choisi n'est pas précisément l'ordre chronologique, même s'il existe une logique de la chronologie. Nous avons essayé de comprendre mieux, en effet, ce qu'il est loisible de penser aujourd'hui, en présentant les problèmes en ordre inverse. Je partirai de l'herméneutique, puisque c'est en elle que réside, à condition qu'elle ne soit pas artificiellement isolée, l'intérêt principal de la philosophie de Schleiermacher. Or, l'herméneutique solitaire risque de fait de déboucher sur une multiplication chaotique du sens au détriment de la vérité, ce dont doit précisément prévenir la dialectique, qui rappelle à l'homme la justesse de sa prétention à la vérité. L'herméneutique
n'a donc de sens que dans son prolongement dans la dialectique, théorie de la construction de la pensée vraie. Tout comme l'herméneutique philosophique est sensible à dégager les conditions de possibilité de la compréhension, la dialectique est une construction idéale qui procède par réflexion sur les conditions de possibilité de la pensée vraie. Et c'est parce que cette dialectique est ancrée dans une visée transcendantale qui ne pouvait voir le jour qu'en un contexte kantien qu'il faut terminer par l'éthique, qui réinscrit l'effort de comprendre le sens et de trouver la vérité dans le cadre concret de l'existence humaine. L'herméneutique, en effet, n'a guère de sens sans son étape existentielle. Elle serait entièrement aspirée par la dialectique. Or, ce n'est pas un hasard, sans doute, si Schleiermacher a toujours été sensible à l'antique phronésis, qui traduit par Weisheit, sagesse, qui est pour l'homme une façon d'user de raison dans des jugements qu'avec Kant, nous dirions réfléchissant dans un monde contingent. Car il y a une essentielle prudence de la raison dans l'herméneutique, la sagesse du comprendre n'étant qu'un autre nom de l'unique modestie possible de la philosophie, et l'homme n'étant jamais entièrement clair à lui-même ni aux autres dans la communication. Nous sommes conscients d'avoir parfois quelque chose de vrai en nous, qui n'est pas clair. D'emblée, les hommes ne sont pas clairs. L'herméneutique et la dialectique ne sont complémentaires qu'en ce monde humain, et l'existence révèle alors sa dimension éthique, parce qu'elle vise l'accomplissement du sens dans la vérité, accomplissement toujours différé par la finitude même. La connaissance touche donc à sa spécificité dans l'existence, et l'éthique est explicitement une nécessité consécutive à la finitude de la connaissance. L'homme est éthique parce qu'il ne sait pas, mais cherche à comprendre la nature. L'autre est soi-même. On trouvera donc dans le mouvement de la pensée de Schleiermacher une fondation philosophique de l'herméneutique. L'herméneutique sera générale parce que l'essentielle finitude exige qu'on passe par elle, mais elle ne sera pas universelle dans la mesure où elle n'a aucun sens en dehors de l'exigence dialectique et de la réalité éthique. L'herméneutique est indépassable, mais elle n'est pas tout. Et si Schleiermacher est un anti-Hegel, c'est bien moins par son herméneutique, puisqu'elle ne peut se passer de la dialectique, que par son éthique de l'existence. Pour comprendre la philosophie de Schleiermacher, il faut donc essayer de comprendre les intimes liens circulaires qui rattachent entre elles la dialectique, l'éthique et l'herméneutique. L'herméneutique descriptive et critique analyse la possibilité même de la compréhension de la présence du sens, qui ne trouvera sa portée authentique que dans sa connexion avec la dialectique et qui réinscrit le problème du sens dans l'horizon de la vérité. La finalité de la dialectique est de parvenir à l'accord effectif dans le champ de la pensée pure, et un tel accord est inscrit dans la visée éthique, dans l'effort de constitution d'une communauté fondée sur une reconnaissance réciproque des individus qui doivent être singulièrement constitués. L'éthique, enfin, qui en tant que discipline historique décrit le devenir des communautés liées à la présence du sens, visant le vrai, inscrira herméneutique et dialectique dans l'épaisseur du monde et du temps. Précaution dans l'approche de l'œuvre de Schleiermacher. Avant toutefois d'en venir au contenu, il est nécessaire de mettre en garde le lecteur du corpus de Schleiermacher. Herméneutique, éthique et dialectique sont des œuvres constamment remises sur le métier, dont Schleiermacher visait la publication. La rédaction d'une introduction à la dialectique en 1833, peu avant sa mort, en est un témoignage. Sans à jamais avoir pu la mener à terme, c'est là d'une manière générale la méthode de sa pensée vivante. Il a décrit bien dans une lettre à von Willich, datée du 30 décembre 1804. « J'ai commencé mes cours le 22. Il m'est impossible d'être entièrement satisfait de ce premier commencement, mais je garde espoir. Tu penses bien que je note que les propositions principales et que par ailleurs je parle librement, et je me tiendrai à ce procédé. Bien sûr, je passe encore sur des choses que j'aurais voulu dire, où je découvre en sortant du cours comment l'exposé entier aurait pu gagner en clarté, mais tout cela s'améliorera. Cette pratique est cependant demeurée une constante, et il n'y a pas, à proprement parler, d'œuvre officielle de Schleiermacher en matière de philosophie. Il n'a livré au public que ses cours ou des conférences rédigées, toujours fort brèves, et en rapport avec des points particuliers de son système, prononcés devant l'Académie des sciences de Berlin. Sa pensée se trouve donc dispersée en fragments, dont la recollection, la réorganisation et souvent la simple lecture est fort difficile. Il s'agit généralement de notes, d'ébauches, d'esquisses destinées à être le support de ces cours, et dont le caractère lapidaire
ne facilitent pas l'intelligence. Certains ensembles sont cependant tout à fait élaborés et agencés systématiquement. Pour exemple, l'herméneutique de 1809 et de 1819, la dialectique de 1814 et l'éthique de 1812-1813. Mais là aussi, il s'agit de cahiers qui servaient de base à ses cours et qui n'ont pas été édités par lui. Le recours aux notes prises par ses étudiants, souvent plus claires et explicites, rendent certes l'accès plus aisé, mais n'ont pas la même valeur philologico-historique. Tel est le cas de la plupart des œuvres que nous étudierons, l'herméneutique, la dialectique, l'éthique, l'esthétique, la psychologie. Cette réalité dans l'état du corpus a non seulement engendré d'importants problèmes d'édition, mais est encore à l'origine de sa réception limitée et tardive, ainsi que de nombreux malentendus qu'il conviendra de dissiper avec prudence. Trop souvent, on a sous-estimé la visée systématique de la pensée de Schumacher, l'extrême difficulté dans l'accès simplement matériel à sa pensée y est sans doute pour beaucoup. Mais l'état provisoire du corpus n'interdit pas pour autant de réfléchir à la systématicité de la philosophie de Schumacher et d'essayer de la comprendre. À la difficulté dans l'établissement d'un corpus fiable s'ajoute un problème linguistique. Nous avons noté ailleurs à quel point le langage de Schumacher était ondoyant, ce qui cependant ne porte pas préjudice à sa précision. En contact critique avec des penseurs comme Kant, Jacobi, Reinhold, Fichte et surtout Schelling, il adopte souvent leur terminologie en la transformant. En prenant Schelling pour exemple, Schumacher lui-même affirme que ce dernier, auquel il emprunte de temps et que Feuerbach appelait gastéropode, est confus se laisse trop aller à la simple polémique. Il faut, si on veut le comprendre, lire tout Schleiermacher et faire l'effort de reconnaître les concepts là où ils changent de nom ou de contenu. C'est se conformer aux principes herméneutiques formulés dans le brouillon sur l'éthique. Les philosophes, vraiment productifs, ne s'en sont jamais tenus à une terminologie préétablie. Et par suite, on peut affirmer que tout philosopher ne fait rien d'autre que développer la langue. Schleiermacher s'est toujours voulu adversaire du dogmatisme et oppose dans sa doctrine de la foi le langage d'école et le langage du monde, rappelant la distinction kantienne entre concept scolastique et concept cosmique de la philosophie. C'est ce dernier vivant, ce qui appelle à la reconstruction à travers l'imagination schématisante du lecteur, qui l'entend parler et non celui rigoureux et sévère du calcul. Comprendre la langue de Schumacher est chez lui inséparable de ce que comprendre veut dire, c'est-à-dire implique comme opération. En cet appel à l'imagination créatrice du lecteur, Schumacher aurait sans aucun doute fait sienne la maxime de Fichte d'éviter toute terminologie rigide, puisque c'est là le moyen le plus commode pour les lecteurs qui lisent à la lettre dotée à un système, son esprit, et de le transformer en un squelette bien desséché. On peut aller plus loin et remarquer que la difficulté dans la lecture est principielle, l'écrivain est en devoir d'exiger l'effort de compréhension. C'est qu'il ne faudrait pas, et Schleiermacher aime à citer ce passage du Phèdre, que le discours puisse rouler n'importe où et finir par dire n'importe quoi. Schleiermacher, dans l'éthique, avait été sensible à cette idée platonicienne. Dans la Kurzdarstellung, il va jusqu'à écrire au paragraphe 334 « Étant donné qu'un message public se répand facilement au-delà des sphères, où il est vraiment compris, nous nous trouvons devant la tâche d'organiser cette présentation de telle sorte qu'elle n'aura d'attrait que pour ceux dont il est possible d'attendre qu'il en fasse bon usage. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut s'adresser qu'au docteur et écrire en latin.